Allez, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Miasme, le numéro 39 du magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Ce soir, on va accueillir tout au long de la soirée Gilles Thomas, le responsable d'ODH TV, Sorine André, animatrice sur Akasha Web Radio TV. Nous aurons le retour d'Aurore pour la présentation de Happiness, je crois, de ce mois-ci, et le grand retour aussi de Solène, qui va venir nous présenter un film documentaire avec le réalisateur de ce film. Je vous réserve la surprise pour la fin de l'émission. Et puis, bien entendu, on va commencer avec Silvano Trotta. Bonjour Silvano. Salut Antoine. Tu vas bien? Bon, moi super, et toi? Bah, écoute, voilà, moi j'ai la grippe, hein, vous le voyez, je suis dans un sale état. Et, euh, et donc, pour nous accompagner aussi, nous avons Gilles Thomas. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Comment vas-tu Gilles? C'est la première fois que tu viens sur Miasme TV. Ça va? Oui, tout à fait. Ça va très bien, toi? Bah écoute, voilà, toujours la crève, hein, mais ça nous fait plaisir de te recevoir. C'est vrai que je crois que c'est de toutes les web TV que l'on mais que l'on présente depuis le début de Miasme TV. Mais tu étais peut-être la dernière encore, on n'avait pas eu le plaisir d'avoir un de ses représentants. Donc voilà, tu nous expliqueras d'ailleurs le devenir de ODH TV, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un certain nombre de modifications qui allaient intervenir à partir du mois de janvier. Mais on y reviendra après la chronique de Silvano. Alors, Mister Silvano, quoi de neuf sur UAT cette semaine? Ah, fabuleuse semaine sur UAT, Antoine. Avec deux événements majeurs. Déjà, et tu le sais, la vidéo de nos amis Marc Gray et Michel Rousseau, qui est parue mardi soir à 18h. Donc, fantastique enquête sur le plateau d'Albion avec des témoignages non moins fantastiques de militaires à la retraite qui étaient présents et qui prouvent la présence d'entités extraterrestres sur ces silos atomiques, hein, un petit peu aussi comme on peut en voir autour des centrales nucléaires. Donc là, il y avait un témoignage frappant où effectivement l'armée était confrontée à un atterrissage d'OVNI et de la sortie d'entités. C'était un petit peu effroyable pour tous les chiens qui étaient envoyés contre ces entités-là et les témoignages des maîtres chiens et ceux qu'ils sont devenus. Par contre, évidemment, rien à faire contre ce genre d'aliens. Donc, un grand bravo à Michel Rousseau et à Marc Gray, parce que ce reportage m'a un petit peu refait penser au grand reportage avec Jimmy Gueux, avec des enquêtes de terrain palpitantes et rebondissantes. Moi, personnellement, j'ai adoré et j'espère qu'ils vont continuer. Gilles, tu as eu l'occasion de regarder le reportage? Un petit peu, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps. Hein. Si les journées faisaient 72 heures, je pourrais tout regarder. Mais j'ai vu quelques extraits. Bon, c'est sûr que j'étais en discussion avec Michel Rousseau suite au gardien de la Matrice. Parce que j'avais bien apprécié comment il emmenait les témoignages et en étant témoin, en regardant son reportage, j'ai ressenti ce que je ressentais après l'observation, quoi. Et au fil des recherches. D'accord. Bon, donc du coup, voilà, ça a fait écho dans tes propres expériences, on va dire. Tout à fait. Ok. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, donc Michel Rousseau et Marc Gray effectivement ont sorti donc cette semaine sur les traces des gardiens de la Matrice. Donc vous pouvez le retrouver en accès libre sur YouTube. Et voilà, c'est un des documentaires à ne pas louper en ce début d'année. Alors ensuite, Silvano, quoi de beau? Eh bien, ensuite, pour succéder à Michel Rousseau et Marc Gray, nous avons eu donc l'immense plaisir d'avoir le retour de Rock Soccer à travers Miasme TV, où nous avons, toi et moi, pu l'interroger. Et en hommage à Rock Soccer, j'ai publié un article qui s'appelle Les impostures savantes. Figure-toi qu'à Paris, le 6 et 7 mai 2015, donc ça fait quand même presque 2 ans, s'est tenu un colloque international sur les faux. Alors là, c'est l'Institut national d'histoire et de l'art. Donc c'est quelque chose de scientifique. Il y a des archéologues, il y a de grands scientifiques.
Et pendant 2 jours, ils ont débattu des faux en archéologie, dans l'histoire de l'art. Et rien qu'à voir le programme, c'est juste éloquent, quoi. Ça fait juste froid dans le dos de voir comment il y a des faux partout et comment c'est devenu un véritable business. Et alors, j'étais très frustré parce que ça fait moi quelque temps que je poursuis le compte-rendu de ce colloque qui n'a toujours pas été publié. Et j'ai encore fait un dernier email il y a peu de temps où j'ai eu une réponse. On m'a promis un compte-rendu pour juillet 2017. Donc, plus de 2 ans après avoir tenu un colloque que j'ai jamais vu de ma vie, un compte-rendu mettre 2 ans à être réalisé. Évidemment, les conséquences peuvent être dramatiques, parce que tu sais que la France se tourne avec son tourisme, il y a une économie fabuleuse, et que ce tourisme est pas mal poussé par les fabuleux musées qu'il y a en France. Et évidemment, avouer un petit peu que dans tous ces musées, c'est bardé de faux et que les experts ont bien du mal à les identifier, ça peut faire un choc. Donc, on attend le compte-rendu de ce colloque avec impatience et on le divulguera sur UAT et sur Miasme TV si tu le veux bien. Ok, bah écoute, encore une affaire à suivre. Un nouveau point ? Oui, j'ai pensé à un truc, parce que en refaisant un petit peu le feedback de 2016, il y a 2 événements qui m'ont frappé, moi. Le premier, c'était une interview d'Elon Musk, d'ailleurs pas qu'une, plusieurs. Elon Musk, tu sais, le patron emblématique de Tesla Motors et de SpaceX, qui disait aux journalistes, et donc c'est peu de le dire, que nous vivions dans une simulation informatique. Donc, si moi je me permettais de dire à des journalistes que nous vivions dans une simulation informatique, évidemment, ils me rigoleraient au nez. Mais quand c'est évidemment Elon Musk, un patron emblématique, on l'écoute et des articles sont parus un petit peu dans tous les médias, y compris mainstream, même si je pense que la majorité des journalistes ne comprenaient pas vraiment ce qu'il voulait dire. Et ensuite, l'autre événement, et tu le sais, c'est l'explosion mystérieuse d'une de ces fusées, SpaceX, sur son pas de tir, où grâce à notre membre imminent, Chris Esson, qui a fait une démonstration mathématique, image par image, sur ce plan de tir, nous nous sommes aperçus que c'était un OVNI, donc un objet volant non identifié, comme son nom l'indique, qui a été le responsable de cette explosion. Et d'ailleurs, Elon Musk lui-même, dans les conférences de presse qu'il a fait, a évoqué cette possibilité. Après, évidemment, ça c'est un petit peu tu, parce que tu penses bien que si on dit que c'est un OVNI qui a détruit SpaceX, ce lanceur, l'assurance va avoir du mal à lui rembourser. Mais ça a été dit, et tu vas pouvoir retrouver dans Internet nombre de ces interviews là-dessus. Et alors je me suis dit, est-ce qu'il y avait un rapport entre les deux ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait un rapport entre ce que Elon Musk disait en début d'année, que nous vivions dans une simulation informatique, et cette explosion un petit peu bizarre. Évidemment, si on voulait démontrer que nous vivions dans une simulation informatique, il faut envoyer des calculateurs dans l'espace. Alors, on va savoir un petit peu ce que transportait cette fusée SpaceX, s'ils n'étaient justement pas des supports ordinateurs qui auraient permis de démontrer que ce que disait Elon Musk était vrai. Parce que c'est le seul moyen pour pouvoir le démontrer. Aujourd'hui, on est juste aux phases d'élucubration ou d'hypothèses immises. Et évidemment, la matrice n'aurait jamais permis cela. D'où l'explosion. T'as peut-être un avis sur le sujet, Gilles, tu as suivi cette histoire de SpaceX ? Oui, j'ai suivi, mais à ce moment-là, j'étais en enquête du côté de Rennes-le-Château-Bugarache et j'étais un peu extérieur de... J'ai pas vraiment regardé l'actualité, en fait. D'accord. Et le fait que un patron comme ça, mainstream, commence à évoquer le fait qu'on soit dans une matrice holographique, ça, t'en penses quoi ? Comme je dis souvent, tout est possible. Est-ce que c'est un début de divulgation qui s'annonce ou... Les divulgations, depuis le temps que j'entends parler en ufologie, qu'il va y avoir une divulgation. Pas faux. C'est pas faux. Ok, bon.
à suivre aussi. Allez, un petit dernier point, monsieur Un le petit professeur. dernier, et alors un petit dernier, nous avons la suite, tu sais, chaque semaine j'essaye de te faire la suite des aventures extraordinaires de notre ami Thomas Pesquet dans l'ISS. Donc après avoir fait la boulette énorme de dire qu'il avait reçu des batteries ion lithium, donc pour un gars de son envergure, préciser que c'est ion lithium, et ensuite avoir vu toutes les images postées un petit peu sur tous les médias de notre ami Thomas Pesquet faisant une sortie de l'espace et remplacer les batteries ion lithium, en sachant que les batteries ion lithium, c'est quelque chose de hautement explosif. C'est-à-dire que ça ne supporte pas les différences de température. Alors quand tu sais que l'ISS passe quand il est dans la phase diurne à des températures de plus de 2000 degrés, alors même si c'est pas vraiment 2000 degrés parce qu'il y a beaucoup moins de densité dans l'espace, et la phase nocturne où là on a des températures sous le zéro, c'est juste incroyable quoi. C'est-à-dire que moi j'ai même des membres qui croyaient complètement à l'ISS, mais quand ils l'ont entendu dire, et c'est des spécialistes de batterie, et j'en connais beaucoup parce que je suis dans le métier, parce qu'évidemment on sauvegarde tout sur onduleur et donc batterie. Quand ils ont entendu dire qu'il installait des batteries ion lithium, ils ont juste sauté de leur chaise. Et puis, comme ça n'a pas suffi, il nous a fait une deuxième boulette. Notre ami Thomas Pesquet, il nous a envoyé une fantastique photo de Dieppe le 15 janvier 2017. Sauf que sur cette photo, on voit des arbres à Dieppe avec tout leur feuillage, on voit des champs qui ont la même configuration de champs au printemps quand on les prépare. Et puis alors, il a dû oublier qu'on pouvait trouver la météo de Dieppe le 15 janvier. Et sur Dieppe, le 15 janvier, c'était affreusement couvert et neigeux. Écoute, le 15 janvier, c'était quand ça? C'était samedi ou dimanche, week-end dernier? Oui, bah, je confirme, moi, je suis pas très loin de Dieppe. C'est c'est ça, c'était couvert. Voilà. Tandis que j'ai vu sa photo, c'était une magnifique photo avec plein de soleil. Bon, bah écoute, de toute manière, je pense que tu vas pouvoir en faire plein de petites chroniques sur... Sur Thomas, ah oui, je pense. Thomas. C'est le roi des boulettes, lui. À moins qu'il se fasse réprimander très vite. Ok, bon écoute, je te remercie pour ces news. Donc je rappelle pour ceux qui seraient intéressés, ton groupe c'est Ufologie and Alien Theory, vous tapez ça sur Facebook et puis vous retrouvez ce groupe, voilà, vous faites une demande et après vous pourrez rejoindre le groupe. Merci Silvano pour ces points. Et puis on va passer à monsieur Gilles Thomas, responsable d'ODH TV. Alors Gilles, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce qu'à mon avis il y en a encore qui peuvent ne pas connaître ODH TV, ta chaîne en quelques mots, c'est quoi? C'est l'actualité ufologique en France et dans le monde. C'est des reportages sur le terrain dans des zones sensibles. C'est énormément de centaines d'heures de veillée sur les hotspots en France et en Europe. L'astronomie et bien sûr les mémoires de l'ufologie, c'est-à-dire d'aller interviewer tous les anciens, qu'ils soient actifs ou inactifs en ufologie, pour laisser trace pour les générations futures. Car en fait, ODH TV, comme tout média, on relaye l'ufologie actuelle pour le futur. En gros, les anciens nous ont transmis le flambeau et on est juste des passeurs de relais. Donc, ODH TV, c'est ça, c'est d'aller interviewer les anciens de n'importe quelle tendance, de n'importe quelle théorie et de rester neutre le plus possible. D'accord, donc une espèce d'archives. D'ailleurs, ces archives sont consultables. Si on veut retrouver d'anciennes émissions, c'est possible. Oui, oui. Bon, après, celles qui ont été diffusées en 2006-2009, celles-là, elles sont en cours de réédition. Parce que avant, bon, il n'y avait pas beaucoup de bandes passantes. Il y en avait qui étaient encore en modem 128K, voire un petit peu plus. Et je me rappelle à cette époque-là, pour envoyer une vidéo sur Google Vidéo, qui était avant YouTube aussi, des fois, il fallait laisser ouvert le PC 2 jours. Donc, alors 2006, donc ça signifie que ta chaîne, elle est super ancienne. C'est quand ça date de naissance à peu près?
Alors l'équipe, j'ai revu la chronologie. L'équipe, le noyau de l'équipe s'est formé en août 2004. Ensuite, en 2005, il y a eu les premiers tournages, notamment en rencontre ufologique de Châlons-en-Champagne, un grand événement ufologique qui a fait date et qui, hélas, on aurait aimé qu'il y ait une suite, mais il n'y a jamais eu de suite. Et ensuite, on a sorti les vidéos actuelles, c'est-à-dire le format, on va dire, les JT OVNI, les émissions d'actualité, en octobre 2006, pour fêter les 1 an de Châlons. Voilà. D'accord. Et donc, alors, pour revenir à aujourd'hui, tu me disais tout à l'heure que le chat qui a eu lieu cette semaine, c'était le dernier chat, en tout cas avant un certain moment, que vous allez diffuser sur ODH. Oui, tout à fait, parce que bon, les soirées de chat, tout sera en direct, ça dépend comment vous les appelez, les lives ou autres. De toute façon, les noms ils changent au fil du temps. On va dire que c'était pas vraiment ODH TV à la base. Ça a été fait en 2008. Et c'était pour donner une option, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient oui, on entend un ufologue dans une autre vidéo, mais on aimerait bien lui poser des questions. Donc voilà, et on veut vraiment se concentrer que sur les vidéos reportages, parce que les montages prennent déjà beaucoup de temps. Et il y a aussi les tournages terrain. Donc c'est pour ça que les soirées de chat, jusqu'à nouvel ordre, sont arrêtées. Si tu en avais, allez, 2 ou 3 par rapport à toutes les émissions, tous les reportages que tu as réalisés, que vous avez réalisés avec ton équipe, lesquels tu retiendrais, toi, lesquels tu conseillerais à nos auditeurs? On va dire 2 études qui m'ont demandé le plus de temps, c'est OVNI et mégalithe et OVNI et failles géologiques. D'accord. Où dedans tu fais un lien, un rapprochement entre les mégalithes, donc les pierres, dressées, hein, et l'ufologie et la présence d'ovnis. Oui, surtout les menhirs, parce que les dolmens, les cromlechs, les allées couvertes ou autres, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'observations à la verticale de ces objets, parce que quand il y a un témoignage d'OVNI et que le témoin dit, bon voilà, l'OVNI, il était au-dessus d'un menhir. Ça se trouve, il était beaucoup plus près, comme beaucoup plus loin. C'est juste que le menhir, c'est, on va dire, comment on appelle ça? C'est un élément dans le paysage qui ressort. Donc, il va dire que c'est à la verticale. Mais après, il faut vérifier sur le terrain la géolocalisation précise, si on peut l'avoir, du phénomène. Et ça, c'est le plus gros boulot, parce qu'il faut aussi se rendre sur place. Mais c'est intéressant, parce que je rencontre des gens très formidables quand je fais mes petites virées dans les menhirs. Comme là, dernièrement, quand j'étais en Bretagne en octobre, à côté du menhir de Carloaz, qui est l'un des plus grands menhirs debout encore, parce que le plus grand, il est à Locmaria, enfin, je veux dire, du côté de Carnac, mais il est couché. Mais debout, lui, il fait dans les... alors, Carloaz, il fait 9 mètres et quelques de haut. Avant, il faisait 12 mètres, parce qu'il a été frappé par la foudre. Et ce menhir est implanté sur la faille géologique nord-armoricaine, où d'ailleurs, il y a eu des petits séismes dernièrement, là. Et Carloaz, pour les ufologues bretons, c'est leur col de vence à eux. C'est-à-dire que c'est un secteur où il y a énormément de phénomènes, pas que OVNI, paranormal, mutilation et missing time. D'accord. Mutilation animale. Tout à fait. Il est même dit que certains auraient vu une sorte de chupacabra en Bretagne. Chupacabra, c'est plutôt vers Puerto Rico ou en Amérique du Sud. Donc ça fait partie des deux émissions que tu retiendrais. Et oui, on va dire que c'est les recherches les plus longues à faire. Parce que quand il faut répertorier, aller sur le site de mégalithe, la T4, T35, aller sur le terrain, voir où était l'OVNI, est-ce qu'il y a une faille, regarder les cartes géologiques, etc. C'est ça le plus long, quoi, on va dire. C'est pour ça que ces 2 vidéos, je les retiens, mais sinon, si je pouvais retenir d'autres vidéos, c'est les JT OVNI en France que je sors une fois par mois, qui traitent à chaque fois d'un département pour voir comment est le phénomène OVNI dans ce département. D'accord.
Et ça va continuer par contre. Ça. Oui, bah de toute façon, cette émission, elle a eu 10 ans en octobre, donc oui, elle va continuer. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, tu as une ancienneté qui est quand même assez importante dans ce milieu-là. Tu as fait des enquêtes de terrain, tu as rencontré beaucoup de témoins, etc. Comment est-ce que tu as évolué au fil des temps par rapport à ces enquêtes, par rapport à ces témoins que tu rencontrais? Toi déjà, ça t'a permis de te forger une opinion par rapport au phénomène OVNI? J'ai une opinion personnelle sur le phénomène OVNI, pardon. Mais comme je suis à ODH TV et que je suis censé être neutre, je ne dis jamais ce que je pense des OVNI. Ah d'accord, ok, bon écoute, pourquoi pas. Et est-ce que par contre, de ton point de vue extérieur alors, euh, tu as remarqué qu'il y avait une évolution là, sur ces 10-15 dernières années finalement de l'approche de ce phénomène OVNI en France? Une évolution, certains que j'ai rencontrés parlent de régression. Bon, il y a différents avis, ça se partage entre différents courants de pensée finalement. L'évolution qu'il y a, c'est que la technologie a évolué. Maintenant, c'est beaucoup plus facile d'avoir les informations. Il faut pas oublier qu'il y a encore 20 ans en arrière, les ufologues se parlaient par courrier postaux, donc ça allait moins vite les échanges. Je me rappelle dans les années 2000, pour ceux qui ont connu le système de chat Caramel, bon, là on remonte à très loin, il y avait des salons qui parlaient d'ufologie dessus. On va dire que ça évolue, les informations arrivent plus rapidement, et de ce fait, ben oui, on peut dire qu'il y a une évolution dans le système d'information et d'échange. Après, pour les observations, il y a toujours autant d'observations qu'avant. Ça se déplace aussi par secteur en France ou en Europe. Mais oui, il y a une évolution dans la technologie. Mais en fait, il faut que l'ufologie, à l'avenir, soit à l'avant-garde des technologies pour toujours exister. Sylvano, il est très silencieux. Hein. Mais pourquoi tu veux pas dire ton opinion perso, Gilles? Parce que après, tout le monde a le droit d'avoir une opinion, tu sais. Parce qu'ODH TV est basé sur la neutralité. Et en ufologie, on sait tous que tout le monde ne s'aime pas forcément. Ah oui, hein, je confirme. Donc, il vaut mieux, pour qu'ODH TV, que cette idée de rester objectif et non subjectif, et de neutralité pour parler de toutes les tendances ufologiques, toutes les théories, parce qu'il y a autant de théories que d'ufologues, quand on regarde bien. Je préfère garder mon opinion personnelle pour le jour où... Mais bon, après, je comprends que tu veux garder ta neutralité et je confirme tes dires. Un pouce. Un vrai sac de crabes. Un vrai sac de crabes. Ufologie. Wow. Alors soit c'est un sac de nœuds, Sylvano, soit un panier de crabes. Ah voilà. Non, mais il innove, il dit que c'est un sac de crabes et un panier de nœuds. Exact. Excellent. Je pense qu'il y a surtout beaucoup trop de gens qui se bombardent d'ufologues. Bah, ufologue, déjà, il faut revenir à la définition. Un ufologue, c'est quoi? Ah, pour moi, c'est rien du tout, un ufologue. Est-ce qu'un ufologue, c'est quelqu'un qui écrit un livre? Est-ce qu'un ufologue, c'est quelqu'un qui fait une fois une observation ou une veillée? Non, pas du tout, tu vois. En fait, le problème, c'est ça, c'est que ufologue, autant un archéologue, on peut comprendre ce qu'il est parce qu'il a fait des études d'archéologie, donc il connaît les strates, la terre, tout ça. Autant en ufologie, n'importe qui peut se bombarder ufologue, alors que pour la plupart, ils y connaissent rien du tout. Et puis, il n'y a pas de cursus universitaire. Il n'y a surtout pas de cursus universitaire, non. Il n'y a pas de licence d'ufologie. D'ailleurs, la classe, ça serait bien marrante. Ah, Mais on pourrait se demander qui est au fond de la classe, ça fout le bordel. Mais il y a des enquêteurs, il y a des chercheurs, il y a des veilleurs, il y a des écrivains, et puis voilà. Il y a des penseurs aussi, beaucoup. Mais tant qu'il n'y aura pas de licence d'ufologie à l'université,
personne ne pourra prétendre être ufologue. Exactement. Ce serait bien d'ailleurs qu'on commence à enseigner un petit peu l'ufologie à l'école, ça serait pas mal. Pourtant, il y a des universitaires qui travaillent sur l'ufologie, Ah, mais bien ils se sûr. font rares. Bah, disons que c'est pas qu'ils se font rares, c'est ils restent discrets, quoi, parce qu'ils ont pas envie. Ils ont tous, on va dire, déjà quand tu es universitaire, ça veut dire que tu travailles beaucoup avec les deniers publics. Ils ont pas envie que ces deniers publics soient fermés parce que ils émettent des idées ufologiques. Ouais, effectivement. Donc si on revient à l'actualité de ta chaîne, Thomas, pour finir, donc tu as déjà prévu les prochaines émissions, les prochains thèmes, les prochains reportages, tu sais ce que ça va être? Ah oui, bon, le programme de DXTV, il est écrit jusqu'à 2020, même, parce qu'avec tous les reportages et vidéos, petit exemple, en Bretagne, il y a 4 théos de tournage qui ont été enregistrés. Donc, il y a encore beaucoup de choses. On va dire que, comme au DSTV, l'année dernière, c'était son 10e anniversaire, on avait décidé de faire une nouvelle version de DSTV parce qu'il y avait un petit peu trop de vidéos, un petit peu trop d'émissions, et on était revenu sur celle qui marchait le plus. Donc, on avait fait le site, le compte YouTube ODSTV2 et le nouveau site internet odstv.fr. C'est vrai que le blog, qui existe depuis le 24 septembre 2006, il y a des milliers d'articles. Beaucoup disent que c'est un foutoir, même qu'on n'arrive pas à s'y retrouver. C'est pour ça qu'on a voulu faire quelque chose de plus, on va dire, de plus pas visible, mais propre. Hein. Et donc, il y a 4 vidéos par mois. Alors, les 4 vidéos, il y a tout d'abord le premier mardi de chaque mois, une émission qui peut faire sourire de par son nom, mais il faut savoir qu'avant, elle était publiée tous les jours, le matin. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Matin OVNI dans le monde. Et Matin OVNI dans le monde traite des observations d'OVNI dans le monde, avec un dossier qui traite, la prochaine fois, ce sera les OVNI en Toscane 2, dans la province de Pise. Cool. Le précédent, c'était OVNI dans l'état de l'Ohio, puisqu'au sein de DSTV, on a une équipe de reporters. C'était une reporter qui était partie dans l'Ohio faire un reportage en 2016, et ça avait été publié. Il y a ensuite le JT OVNI en France qui est publié logiquement le 3e jeudi de chaque mois, qui lui, par contre, c'est l'actualité OVNI en France, fait par les reporters, plus le dossier. Ok. Et donc, tous les mois, déjà, il y a ces 2 émissions. Et ensuite, il y a les reportages. Donc là, le prochain reportage qui va être envoyé, c'est les OVNI. Y a-t-il un lien entre les OVNI et les lieux dits historiques? Et aussi le nom des lieux, c'est-à-dire revenir sur la racine des noms des lieux pour voir s'il n'y a pas une certaine ressemblance. Et il y en a une quand même, un petit clin d'œil. OVNI Légende 3, OVNI Légende 4, bon, ça c'est prochains mois. Et ensuite, une vidéo sur les mémoires de l'ufologie. La prochaine, ce sera Francine Forêt, qui est la doyenne de l'ufologie française, qui est dans les 90 ans, et qui a été, dans les années 70, l'investigatrice du GEPA, qui était l'ancêtre du GEPAN, qui est sorti en 77. D'accord. Donc c'est ça. Des fois, il y a Orbital News. Alors là, c'est notre chroniqueur et astronome amateur, l'astronome Eclipse, c'est son pseudo, qui fait cette émission qui parle donc du ciel. Peut-être d'ici cet été, un événement plus particulier sur lequel tu aimerais porter notre attention? Tu veux parler de Valensole 2017? Non? Je sais pas, justement, je sais pas ce que tu as prévu, pourquoi pas, Valensole 2017. C'est vous qui l'organisez? Ah non, du tout, je n'organise pas, je participe, on va dire. Je ne sais pas encore si je vais faire une conférence, je réfléchis depuis quelques mois. J'avais fait une conférence à Valensole 2015 et 2016. Oui, bon, il y a au mois de mai, enfin, désolé de switcher les sujets, hein, au mois de mai, il y a le premier rendez-vous d'ODHC, mais ça, comme c'est un projet et que je préfère dévoiler les projets quand ils sont faits, et quand, au lieu de dire nous allons faire, plutôt nous faisons, il y a une différence. Et il y en a beaucoup
dans les milieux qui disent nous allons faire ceci, mais ils font jamais rien. Donc on en saura un peu plus au mois de mai. Si je résume. voilà, tout à fait. Bon, mais écoute, ça sera l'occasion de te réinviter pour en parler et pour que tu nous dévoiles donc ce que vous avez fait sur ce nouveau projet. Ok. Bah, écoute, Gilles, je pense qu'on y voit un peu plus clair sur ODH TV pour ceux qui ne connaissaient pas ta chaîne. Est-ce que tu veux rappeler le nom du site pour que les gens puissent se connecter? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire un truc parce qu'ODH TV, c'est vague, on ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire les initiales finalement, quand je ne l'ai pas dit. Oui, c'est Ça quoi veut dire les l'acronyme? ovnis dans l'histoire, D'accord. tout bonnement. Les ovnis ou les ONI dans l'histoire, ou même les OSTNI, les objets souterrains non identifiés, que peu en parlent. On en parle un petit peu des fois, que des spéléologues ont vu des drôles de lueurs quand ils étaient dans des gouffres ou dans des grottes. Ça rappelle d'ailleurs le plateau d'Albion et quand Jimmy Gueux parlait des spéléologues qui descendaient le gouffre. Je pense que Sylvano peut en parler. Tout à fait. Parce que tu as mentionné les portes du futur tout à l'heure. Et voilà, c'est tout ça, c'est ovni dans l'histoire contemporaine, moderne, antique, médiévale, tout ce que vous voulez, quoi. Et donc, tu as un site internet aussi? Oui, donc je conseillerais le site propre, on va dire, donc c'est odhtv.fr. Sinon, l'autre, c'est odhtv-archive avec un s.caseo.com. Ok. Mais par contre, je tiens à signaler quelque chose pour éventuellement les auditeurs, c'est que l'année dernière, il y a un service de plateforme vidéo qui a fermé, et dessus, on avait 850 vidéos. Mince. C'est Watt TV, qui était un service TF1, et ils l'ont fermé. Du coup, toutes ces vidéos vont être rééditées parce que comme il y a 2 comptes YouTube, il y a ODH TV Archive et ODH TV 2, ça sera diffusé sur ODH TV Archive. Voilà. Donc, et puis ODH TV 2, c'est plus l'actualité OVNI, les reportages, etc. ODH TV Archive, c'est les rediffs des anciens directs, enfin, ou sur le chat. Les conférences qu'on filme, parce que comme on participe souvent à des événements ufologiques, on filme aussi les confs. Et l'émission qui s'appelle Rétro DH qui revient sur l'histoire des vidéos. C'est un comble. La chaîne s'appelle OVNI dans l'histoire télé, nous on est obligé de faire l'histoire de DH TV. Bah oui, forcément. Quand on a ça fait plus de 10 ans d'ancienneté, à un moment donné, voilà, il faut, pour les nouveaux. Moi j'aurais un petit message pour toi, Miasme, parce que Miasme, bon, c'est des nouvelles, tout ça c'est nouveau web média. Le plus important dans le milieu de l'ufologie ou de la recherche, c'est pas, comme je disais, le moment présent, c'est de durer dans le temps. Parce que quand j'ai commencé au DHTV, il y avait déjà d'autres web radios. Il y avait la web radio OVNI Info de Patrick Combe, il y avait Radio Ici Maintenant, il y avait beaucoup de podcasts et de broadcasts comme Fréquence OVNI, Radio OVNI, le blog de Jean-Christophe Grelet, à pas confondre avec Grelet, c'est pas la même personne. Et eux produisaient des podcasts, c'est-à-dire des interviews, pas en direct, mais en différé, c'était juste de l'audio qu'on pouvait écouter d'ailleurs sur iTunes ou Winamp. Ça date tout ça, hein. C'est comme si on parlait de l'histoire d'Internet. Et en fait, il faut durer. C'est ça, persévérance. De toute manière, le mal que je nous souhaite, c'est d'avoir une aussi belle longévité que ta chaîne. Et beaucoup de patience, parce que entre les bugs, les problèmes de batterie, comme j'ai vu tout à l'heure, les problèmes de connexion, si jamais il y a des directs sur Miasme, les chatteurs ou les youtubeurs qui ont souvent des commentaires un peu très dégueulasses, ça arrive encore. Courage, patience et persévérance. Bon, en tout cas, Gilles, merci pour ces bons conseils. Merci d'être venu nous parler de ta chaîne. Et puis, bon, moi, je te souhaite une très belle continuation. Et puis, continue à servir la mémoire de l'histoire de l'ufologie. Voilà, qu'on puisse un jour retrouver tout ça. Et voilà, je trouve que c'est important. Ok. Bon, écoutez, moi, je te remercie et puis je te dis à très bientôt. Bonne soirée à vous deux. Bye bye, Gilles. Bon enregistrement. Et comme dirait Jimmy Gueux dans la cassette vidéo Invasion IBI, que la force soit avec vous. Ça marche. Et comme dirait Jean-Michel Raoult, et qu'elle y reste. Salut. Eh bien, maintenant nous avons le plaisir d'accueillir Sorine André. Bonsoir, Sorine.
Bonsoir, d'ailleurs, c'est le soir. Bonsoir tout le monde. Bon, c'est le soir pour nous, mais tu sais, on sait jamais quand est-ce qu'on nous regarde, hein, donc. Ou le Y jour a pour pas de- ceux qui nous regardent de jour. Donc, Ouf. hello, on va faire comme ça. Alors, Sorine, donc toi, tu es animatrice sur la chaîne Akasha Web Radio TV de Nico Bizarre, hein, qu'on a déjà reçu à plusieurs reprises, et tu y animes une émission mensuelle, une fois par mois, le jeudi souvent, c'est ça, hein. Alors, c'était souvent le jeudi, maintenant ça va être souvent le mercredi, tu vois, ça bouge un petit peu. On n'a pas défini de plage vraiment fixe, mais la plage horaire, c'est de 17h à 18h30. Et l'émission porte sur divers sujets autour de la spiritualité et aussi du développement personnel, des thérapies, pourquoi pas, qui réunissent mes différentes activités. D'accord. Alors par exemple, l'émission de cette semaine tournait autour du jeu. Exactement, on a utilisé des jeux de développement personnel ou n'importe quel type de jeu, même des cartes postales ou simplement un crayon, un papier, pour, par le biais du jeu, aller à la découverte de soi et mieux comprendre comment on fonctionne, soi ou les autres d'ailleurs, sur un biais léger en fait, hein, parce que quand on travaille sur soi, parfois, ça peut être un peu plus profond, plus lourd. Et le jeu permet d'aller vers le jeu JEUX permet d'aller vers le jeu JE d'une manière plus légère et plus surprenante. D'accord. C'est d'ailleurs pour ça que, alors je ne sais pas si c'est un rapport, mais l'éducation des enfants passe essentiellement à travers le jeu, et l'éducation des adultes peut aussi passer à travers le jeu. Mais il y a des, par exemple, des éducateurs en réinsertion qui utilisent le jeu pour pouvoir justement apporter un dialogue et rétablir un dialogue entre les personnes. Ou même dans les entreprises, on voit que les responsables d'équipe, par exemple, peuvent organiser des stages où on va se mettre à jouer pour pouvoir fédérer une équipe ou apporter une autre dynamique dans un groupe. Moi qui étais un grand fan des jeux de rôle dans les années 80-90, hein, c'est vrai que j'ai été très, très surpris de les voir arriver à un moment donné dans les entreprises pour pouvoir, comme tu dis, faire de la cohésion d'équipe, etc. Complètement. Et tous les jeux, même, je le disais hier dans l'émission, par exemple, si on joue à des consoles vidéo ou à des jeux sur l'ordinateur, c'est intéressant de voir quel jeu on aime. Et avec ça, on voit un peu quel est notre reflet de personnalité, notre manière de jouer. Est-ce qu'on est plus, comment dire, combatif ou est-ce qu'on est dans la stratégie ou alors est-ce qu'on va plutôt être à se cacher et essayer de trouver des énigmes d'une autre manière. En fait, ça dépend vraiment des personnalités, tout ça. D'accord. Pour toi, il y a un lien. Écoute, pourquoi pas, c'est vrai que. Ben, à l'observation, tiens, et Sylvano, pareil, bien sûr, posez-vous la question sur votre manière de jouer, mais ça peut être au jouer aux cartes, si vous jouez à la belote, au tarot ou à d'autres jeux, voir votre attitude et si vous êtes plutôt un suiveur, si vous êtes celui qui va mener le jeu ou si vous aimez faire de la négociation ou du partage ou jouer pour gagner ou alors jouer juste pour s'amuser. Ça montre vraiment dans quel état d'esprit on se situe en fait. Tiens, alors Sylvano, es-tu un gamer? Oh là là, moi que pour gagner. Me fâche si je perds. C'est vrai? Ah oui. Ah ben, ok. Tu serais bien un joueur de poker, toi, Sylvano, non? Ah non, 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 parce que non, poker, non, c'est trop Ça fait chiant. beaucoup d'enjeux le poker quand même, hein. Si on aime Non. gagner, Non, je préfère des nuits tarot, moi. c'est ça. J'ai participé à pas mal de nuits du jeu où on change de jeu. Il y a des jeux de stratégie, des jeux de collaboration, tout un tas de. Enfin, le monde du jeu, il y a tellement de jeux différents. Je ne vous parle pas du Monopoly, même si ça peut être sympa aussi. Mais il y a tout un tas de jeux très intéressants à explorer. Et la fatigue aide à lâcher aussi. Quand on joue, on est moins sur ses gardes et on peut aller plus près de soi-même, je trouve. Le Monopoly, c'est le premier jeu qui t'apprend à tricher. Attends, Ah C'est oui. horrible ce jeu-là. Ah, oui. et tu as raison, il y a les tricheurs. Oui. Et- Si tu ne joues Oui. pas au Monopoly Je les sans avais tricher, oubliés, c'est pas ceux-là. Monopoly. Non, effectivement. Mais moi aussi, je jouais pour gagner, ça, c'est essentiellement. Puis j'ai un petit peu évolué. Maintenant, je préfère jouer sur les jeux participatifs, collaboratifs. Et finalement, ne pas gagner contre l'autre, mais gagner contre le système. Mais à plusieurs. Moi, j'aime les jeux où il n'y a pas de perdant.
Ou alors, s'il y a un gagnant, les autres ne sont pas considérés comme perdants. J'aime bien ça. Et j'aime jouer pour jouer, en fait. Donc, des fois, c'est pas évident de jouer avec moi parce que moi, je joue pour m'amuser et pas forcément pour gagner. Donc, les joueurs qui jouent pour gagner, des fois, sont embêtés parce que moi, je joue vraiment pour m'amuser. Bon, il ne faut pas t'avoir en partenaire de belote, alors, si j'ai bien compris. Ah ouais, peut-être. Oui, moi, je joue vraiment pour m'amuser. C'est vrai qu'en stratégie, je vais peut-être pas suivre. Oui, c'est vrai. Voilà, Et- mais au-delà de ça, c'était aussi pour aller à la découverte de soi et fabriquer, pourquoi pas, son propre jeu. Et sans parler de jeu de cartes, c'est aussi à travers des citations ou même à travers un livre. Il y a tout un tas de méthodes que je propose dans cette émission et on fait vraiment des expérimentations en direct où je propose des exercices. J'aime bien avoir une interaction avec les personnes qui nous écoutent. Et c'est vraiment chouette parce que grâce au chat qui est diffusé en direct à côté de l'émission, bah, on a une intervention dynamique des personnes qui nous écoutent. Et ça, j'aime beaucoup. D'accord. Alors écoute, quand on l'aura fini, on est en train de monter un jeu collaboratif avec Margret autour de la matrice, hein, où chaque joueur doit lutter ensemble pour sortir de la matrice. Donc dès qu'il sera fini, eh ben, on t'en parlera, peut-être que ça t'intéressera. Ah ouais, oui, oui, moi j'adore jouer, donc bien sûr, oui, oui. Et j'aime tous les jeux. Ok. Alors ensuite, le mois prochain, tu as déjà le thème de ton émission? Alors, j'ai pas le thème parce que là, on va faire un appel à thème. Enfin, ainsi, il y en a plein des thèmes. Je voudrais aussi, pourquoi pas, faire une émission sur le jeu de la transformation. Donc là, je reste sur le jeu. C'est un jeu de développement personnel dans lequel on va pouvoir explorer une intention vraiment sur sa vie. Par exemple, j'ai l'intention de changer de travail, j'ai l'intention de devenir millionnaire ou de trouver l'homme ou la femme de ma vie. Vraiment, on peut poser toutes les intentions. J'ai l'intention d'être en bonne santé, pourquoi pas aussi. Et le jeu, par le biais de différentes cartes, va nous aider à explorer ça. Donc, j'avais déjà fait une émission sur la Web TV Étoile du Cœur avec Jean-Claude Carton il y a quelques années. Là, j'avais envie de faire une autre. Mais bon, 2 émissions de suite sur le jeu, ça me semble un peu trop. Donc là, on va proposer autre chose et peut-être plus sur la spiritualité. On a déjà des thèmes, pourquoi pas les vies antérieures ou refaire une émission sur les guides. Bon, on manque pas enfin, je manque pas de sujets, ni d'idées, ni de choses à dire. Mais on va mettre en place un petit sondage, un appel à participation pour répondre aussi aux demandes de ceux qui nous écoutent. Je trouve ça normal. D'accord. Alors d'ailleurs, si on veut donc revoir toutes tes émissions, soit sur la chaîne Akasha Web Radio TV, soit sur YouTube, il y a la chaîne Akasha Web Radio TV où il y a une chaîne, on va dire, une chaîne playlist par animateur. Puis toi aussi, tu as ta propre chaîne YouTube, c'est ça? Exactement, j'ai ma chaîne YouTube parce que en plus des émissions sur la Web TV Akasha, eh bien, j'ai aussi fait des émissions donc sur la Web TV Étoile du Cœur. Donc ça, c'est des émissions d'archives qu'on peut voir sur ma chaîne YouTube. Et puis, j'ai fait 2 interviews, une du Père Brune et une de Sylvie Ouellet, donc qu'on peut voir aussi sur ma chaîne. Et j'ai une autre interview en cours. Je suis assez honteuse de dire que ça fait tellement longtemps que je dois finir le montage. Donc, j'ai été interviewée Rénal Roussel. Et puis, bon, un jour, vous aurez le montage. Et il y a quelques vidéos sur un peu comment mieux vivre chez soi ou des conseils que l'on peut avoir pour un mieux-être, en fait, finalement. Ok. Alors, mais toi, tu t'en es arrivé comment finalement à faire de la Web TV comme ça, à franchir ce cap de la Web TV? Ça a été difficile? Alors, eh bien, écoute, j'ai été invitée. Alors, la Web TV, c'est vraiment avec Jean-Claude Carton que j'ai fait la première émission. Mais sinon, avant, j'ai fait des émissions à la radio. Et notamment la première émission, on va dire, pour parler de médiumnité, c'était avec Franck Dumouya sur IDFM, c'est ça, IDFM Radio Anguin. Et c'était une émission qui durait 5 ou 6 heures la nuit, de minuit à 6 heures du matin. Donc, c'était vraiment super. Et comme ça m'a beaucoup plu, j'ai trouvé ça très agréable. Et puis, Jean-Claude m'a proposé une autre émission. Là, on a fait minuit, 6 heures du matin, non-stop. Je m'en rappelle bien. On a fait une mini-pause pendant les 6 heures. Et c'était vraiment sympa. Et quand Jean-Claude a lancé sa Web TV, eh bien, il m'a invité pour présenter mon activité. Et puis ensuite, il m'a proposé de faire une émission. Donc, au départ, je me suis dit oui, pourquoi pas. Mais une fois par mois, ça me semblait beaucoup. Et puis finalement, c'est vraiment plaisant. Ça prend du temps tout de même une fois par mois quand même. Mais c'est vraiment plaisant à faire et puis ça permet d'avoir
un échange. J'organise des stages et des conférences aussi. Mais là, c'est bien parce que si quelqu'un veut connaître mon activité ou veut voir un peu quelle personne je suis, ma manière de m'exprimer, eh bien, avant de venir en rendez-vous chez moi, c'est facile de regarder sur Internet et de voir qui suis-je, quoi. Je suis à la web TV aussi nature que dans ma vie, quelque part. D'accord. De toute manière, ça allait être ma dernière question. À côté de cette web TV, voilà, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton activité? Est-ce que tu as une activité qui est en rapport avec ce que tu présentes sur Akasha? Tout à fait. En fait, je suis médium et psychosomatothérapeute. Alors, accrochez-vous pour le terme, j'adore. Donc, je vais expliquer psychosomato. Donc, psycho, eh bien, on va s'intéresser à tout ce qui est verbal, le dialogue, l'analyse, le mental, et puis aussi à l'émotionnel et somato, le corps. Donc, c'est une approche globale de la personne dans laquelle on va pouvoir aller vers un mieux-être, une meilleure connaissance de soi, améliorer sa vie au quotidien, on pourrait dire, par le biais de la thérapie, en utilisant diverses techniques. C'est intégratif en fonction de la personne que l'on a en face de soi. Eh bien, je vais pouvoir utiliser un outil ou un autre qui sera en relation avec ses besoins. Donc ça, eh bien, j'ai fait une école qui s'appelle l'EPSA pour avoir cette certification, ce diplôme. Et puis, je suis médium, donc là, je n'ai pas de diplôme, hein, ça m'est tombé dessus. Quand j'étais plus jeune, ce n'est pas un choix de ma part d'en faire un métier au départ, ça s'est imposé vraiment au fur et à mesure de mon parcours. Et donc, aujourd'hui, j'exerce les deux activités. Donc, je peux peut-être dire rapidement en tant que médium ce que je fais. Tout à fait, j'allais te demander comment ça se passe, si tu es claire ressentante, comment ça se passe ta médiumnité, parce que je sais qu'il y a plusieurs niveaux de médiumnité. Alors moi, je me connecte au guide des personnes qui viennent me voir. Donc, je peux recevoir des messages, donc j'entends, je vois et je ressens aussi. J'ai des choses physiques, quoi, le ressenti, le mot me paraît assez clair. Et je vais décrire ça aux personnes qui viennent me voir, donc sur divers sujets. Ça peut être ce que j'appelle le rendez-vous résolution de vie, où on va parler du petit paquet lors de notre incarnation, c'est-à-dire que moi, je crois à la réincarnation et aux vies passées. Donc, quand on s'incarne, on a aussi des histoires de vie qui n'ont pas été suffisamment bien terminées ou des expériences qui ont fait qu'on se réincarne en voulant régler des choses par rapport à nos incarnations précédentes. Donc, dans les consultations, j'ai la possibilité de me connecter aux vies passées des personnes qui viennent me voir. Le chemin de vie, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on s'est incarné, quelles expériences de vie on doit vivre dans notre incarnation actuelle. Donc ça, on le travaille aussi lors des séances. Et puis, ce qu'on appelle voyance, parce que c'est facile à comprendre ce que c'est. Moi, j'aime mieux l'appeler le chemin des potentiels, parce que je crois au libre arbitre. Et pour moi, je vais proposer aux personnes de voir, tiens, si vous continuez dans cette direction, voilà ce qui va se passer. Et puis, si vous allez sur une autre route, il peut se passer aussi autre chose, même s'il y a des choses qui sont figées sur notre route. Globalement, on a quand même une grosse capacité d'action. Donc ça, voilà, en gros, je fais aussi de la communication avec les défunts et du nettoyage de maison. Alors, pas avec le plumeau et le please, mais des nettoyages spirituels pour des êtres qui se trouvent coincés dans les maisons ou des événements qui se produisent dans des maisons. Donc, je peux être appelée pour ça. D'accord. Il t'est arrivé de tomber des fois sur des cas qui t'ont fait peur, on va dire, même à toi? Oui, surtout au début, peur à plusieurs reprises et plus trop maintenant. Peut-être la force de l'habitude ou simplement j'ai l'habitude de voir sur quelle peur ils viennent me travailler. Je trouve que ça m'a fait beaucoup travailler sur moi finalement de pouvoir faire ça parce que ça m'a fait travailler sur mes peurs. Et maintenant, j'ai mieux avancé, ce qui fait que c'est plus difficile de me faire peur aujourd'hui. Mais il y a des choses qui sont toujours impressionnantes, ça c'est vrai. Ouais. Est-ce que tu sais détecter les faux guides? Oui, bien sûr. Oui, je me suis déjà fait avoir pour tout vous dire, hein, tout au début, effectivement. D'autres êtres se sont fait passer pour des faux guides. Maintenant, ça ne se produit plus pour moi. Mais bon, peut-être qu'il faut se faire avoir une fois avant d'avoir cette réponse. Mais il faut faire attention à ça, c'est une très bonne question. Tu n'as jamais eu affaire à des entités qui n'étaient pas de cette terre, des entités aliens?
Non, j'ai pas eu affaire à ça. Par contre, en réincarnation, donc sur les vies passées, j'ai déjà eu affaire à des personnes, donc des êtres humains que j'avais en face de moi, qui dans des vies passées, ah, j'en étais sûre que ça allait se produire à un moment donné. Oui, j'étais Mon sûr. chat. Depuis tout à l'heure, elle tourne et je me suis dit, ah là là, elle va venir. Donc, allez, Trésor, on descend. Hop. Donc, oui, ça m'est déjà arrivé de me connecter à des personnes, donc des êtres humains face à moi, qui, dans des incarnations précédentes, même si le mot incarnation est peut-être pas forcément juste dans ce cas-là, mais étaient dans d'autres dimensions que l'espace terrestre. Et tu n'as jamais dû faire des exorcismes? Non, pas moi, non. Non, et je suis bien contente, hein, pour tout te dire. Je renvoie vers d'autres personnes si jamais il y a des besoins comme ça. Mais ça arrive qu'il y ait des besoins, par contre, que je sens qu'il y a des besoins. Mais moi, non. Et ça me va bien, hein, franchement, je vis bien comme ça. Mais je connais d'autres personnes qui doivent le faire et qui le vivent peut-être un peu moins bien, mais bon, chacun son chemin. Hein. C'est clair. Voilà. Bon, mais en tout cas, Sorine, on te remercie d'être passé nous voir pour nous expliquer toute ton activité et ce que tu fais sur Akasha Web Radio TV. Tu as un site internet à toi? Tout à fait. Donc, sur le site, vous trouverez aussi les vidéos. Hein. C'est Sorine, j'avais donné mon adresse email. C'est sorineandré.fr, www.sorineandré.fr. Maintenant, si vous écrivez Sorine ou même Sorine André dans n'importe quel moteur de recherche, en général, on me trouve directement. Ok. En tout cas, on te remercie d'être passé. Puis merci de votre accueil et puis merci aussi de pouvoir recenser toutes les émissions de la webosphère parce que c'est chouette quand même de pouvoir permettre à des personnes d'avoir toute la variété et puis après de faire leur choix en fonction de leur point de vue, quoi. C'est bien d'avoir un endroit où on peut avoir toutes les infos. Ouais, tout à fait. Et donc on te retrouve le 15 février sur Akasha Web Radio TV. Exactement. Allez, à très bientôt. Au revoir. À bientôt, bonne soirée. Voilà. Bon, eh bien on accueille Solène, le grand retour de Solène. Salut, comment ça va? Bah écoute, ça va super, je suis en grande forme, donc c'est génial. Tu sais que les gens étaient inquiets, ils ne te voyaient plus à l'antenne, ils se sont dit mince, Solène a disparu de J'ai reçu des messages sur Facebook, effectivement. Ouais. Ah, tu vois? Tu les as rassurés du coup. Alors, ce soir, Solène, tu vas recevoir un réalisateur, c'est ça, d'un film documentaire qui va sortir mercredi prochain. De qui s'agit-il? Il s'agit d'Alexandre Ferrigny et il va venir avec son frère pour nous parler de notre révolution. Et en 2 mots, le pitch de leur film documentaire, quel est-il? Alors on est 3 jeunes qui travaillaient tout simplement sur Paris et un jour ils ont décidé de tout plaquer. Nous étions à Paris avec nos habitudes, face à notre quotidien, le seul connu depuis notre naissance. Nous avions le choix entre rester dans notre zone de confort et continuer dans la commodité de cette vie, et partir afin de repenser par nous-mêmes. Soy guerrero, mi espada es el amor, mi escudo el humor, mi hogar la coherencia, mi texto la libertad. Me declaro libre, me declaro vivo, no apto para ser domesticado. Je me demande si nous nous sommes jamais posé la question du sens de l'éducation. Pourquoi va-t-on à l'école? Pourquoi passe-t-on des examens? Pourquoi cette compétition perpétuelle? Soy guerrera, mi espada es el amor, mi escudo el honor, mi hogar la coherencia, mi texto la libertad. Me declaro libre, 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 me declaro viva, viva, no apta para ser domesticada. La vie est authentiquement belle. Vivre,
c'est découvrir par soi-même le vrai. Et cela n'est possible que lorsque la liberté est là, lorsqu'il y a en vous, au plus profond de vous, une révolution permanente. Eh bien, bonsoir messieurs. Nous avons le plaisir donc d'accueillir Alex et Romain Ferrini, les réalisateurs du film Notre Révolution intérieure. Bonsoir. 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 Alors donc, on a voulu vous inviter dans le cadre de notre chronique film documentaire qui est menée par Solène, mais pour nous faire découvrir votre film docu qui sort mercredi prochain officiellement sur la grande toile, on va dire. On va dire ça comme ça. Ouais. Moi, ma première question que j'avais par rapport à votre bande-annonce, c'était quoi le déclic? À quel moment vous vous êtes dit, bon, maintenant on a envie de vivre autre chose et d'arrêter ce qu'on faisait? Le déclic dans nos... Alors, je sais pas s'il y a eu un... Alors, pour moi, je sais pas s'il y a eu un déclic, mais il y a eu... Oui, il y a toujours eu une très forte envie de voyager, même pendant mes études, quoi. De découvrir, partir découvrir le monde. Ouais. Ça a toujours été quelque chose de fort, quoi, qui s'est matérialisé le jour où on a eu cette opportunité de pouvoir partir en bateau, là, avec un capitaine qu'on a rencontré grâce au cousin. D'accord. Et pour faire un film, du coup, parce que c'est pas forcément prévu de filmer au début, si? Si, le but de base était d'en faire un film. On avait en tête un peu le fond, l'histoire qu'on voulait raconter, mais sous quelle forme ça allait naître, on ne savait pas. Donc, on a un peu écrit l'idée de faire un film, on va dire, a pris naissance, on va dire, 2-3 mois avant qu'on parte. Donc, on a commencé à tourner un peu sur Paris et à écrire des idées, puis ensuite, zou, quoi. D'accord, comme ça, donc ok. Et pendant cette aventure, justement, est-ce qu'il y a pu des épreuves aussi que vous avez rencontrées, tout ça? Ah bah oui, des épreuves. Ah oui, c'est une aventure qui nous a fait grandir, ouais. Donc on est passé par tout un tas, on peut appeler ça des épreuves ou des aléas ou c'est tout aussi bien sur un point de vue technique, humain, que c'est se surpasser, quoi, hein. C'est réaliser ses rêves, aller au bout de ce qu'on a à l'intérieur, et puis. Quoi comme épreuve, par exemple? Il y en a une en particulier, une petite anecdote ou... Une petite anecdote. Déjà, la vie sur le voilier, parce qu'on était quatre. On était quatre dans un périmètre hyper petit, dans des conditions un peu humides, où la commodité et le confort n'étaient pas trop là. Donc déjà, la vie en communauté, dans un environnement pas très adéquat, on va dire. Donc là, il faut gérer un peu chacun ses émotions pour pas les mettre en plus des barrières et des obstacles. Puis sinon, il n'y a pas vraiment des obstacles, c'est un voyage, quoi. Il y a de l'inconnu, quoi. Donc, est-ce que l'inconnu peut être appelé comme des obstacles? Je ne sais pas. Ouais, c'est arriver à gérer les problèmes, si on peut dire, du quotidien de l'aventure, quoi. Donc, aussi bien sur la machine, là, qu'a été le bateau, que entre nous, que ensuite avec dans le port, les autorités locales, c'est arriver à se débrouiller, quoi, avec les moyens du bord, et puis avec la langue, Parce que finalement, le pitch de votre film documentaire, c'est quoi? C'est 3 jeunes qui décident de tout abandonner, toutes leurs habitudes, et puis de partir bille en tête visiter le monde, c'est ça? Trouver notre façon de vivre?
Ouais, c'est ça, c'est 3 jeunes qui sont en quête d'une nouvelle façon de voir le monde, de voir la vie, d'entrer en relation avec eux-mêmes, avec les autres. Donc c'est 3 jeunes qui savent plus grand-chose et qui décident de partir à la recherche d'un autre savoir. Donc, Bah, moi, pour ma part, par exemple, quand je finis un peu toutes mes études et compagnie, le jour où, voilà, où j'avais tout fini, je me rappelle que j'ai ressenti un grand bol de liberté, quoi. Donc, et là, je me suis dit que bon, bah, ça y est, tout est possible, là, tous les horizons sont possibles. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, quand on s'est mis à chercher cette aventure, en fait, on s'est concerté les 3 avec le cousin, et puis on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors, on fait quoi? Un tour du monde au bateau? Ouais, ça nous a botté. Au début, on voulait construire notre propre bateau, on voulait chercher un hangar, on voulait faire le tour du monde en 5 ans, faire les choses en grandiose, quoi. Finalement, on a eu l'opportunité de rencontrer ce capitaine français qui avait lui-même construit son bateau. Et donc, on a saisi le truc, et puis c'était un voyage avec pas de date de retour, quoi. Donc c'est à la découverte de soi, aller là où le vent nous mène, et voilà, suivre le vent, quoi. Parce qu'il faut des finances pour faire ça. Ah oui, ouais, oui, exact. Ouais, bah, on est tous partis avec un petit pécule avant. On avait travaillé, on avait préparé un peu le truc, hein. Moi, j'étais parti avec 3 000 € de côté. Bon, c'était ça, le capitaine nous avait dit, prévoyez, voilà, on s'était donné rendez-vous avant, et puis c'était sur Tourcoing ou à Lille, je ne sais plus. On s'était donné rendez-vous, on avait parlé un peu de l'aventure et puis des coûts que ça engendrerait. Et puis, donc voilà, quoi, on s'est tous préparés chacun de notre côté, quoi, hein, avec nos métiers différents. bah, ça a coûté, mais après, toi, sur 2 ans, t'as utilisé combien? Très, très peu, quand même. Ouais, bah, les 3 000 €, ils sont partis en 8 mois. Ouais, 8, 9 Ouais, mois, puis après, t'as pas grand-chose. Puis après, ouais, après le bateau, l'expérience bateau, elle a duré 6 mois, ouais. Toute la descente du continent sud-américain, du Brésil jusqu'à Ushuaia, en passant par le Cap Horn. Et puis ensuite, on a des, voilà, les 3, ouais, on est tous allés voir un peu des horizons différents sur le continent sud-américain. C'est à ce moment-là qu'Alex est parti en Bolivie, lui, où il a entendu parler de communautés, de gens qui vivaient différemment. Et donc là, c'était une autre aventure, quoi. On cherchait des gens qui vivaient avec un quotidien différent. On est tous partis à la rencontre un peu de nous-mêmes, mais d'une manière un peu plus individuelle à ce moment-là. Puis on s'est retrouvés après au Chili. Voilà, c'était vraiment un voyage initiatique à la recherche de soi-même. Oui, notre évolution intérieure, c'est-à-dire que au final, ça vous a apporté quoi, individuellement? Ouais, Plein de choses, quand même. Déjà, la façon de bonne question. voir la vie et de voir le monde, quoi. Du coup, ça conditionne absolument tout. Ça conditionne tes gestes, ça conditionne ton mode de vie, ça conditionne tes paroles, ça conditionne absolument tout. Donc déjà, le regard qu'on a sur les choses. Après, bah, moi, ça m'a appris à ne plus avoir peur, on va dire, de moi-même, dans le sens où il y a un moment où on souffle parce qu'on cherche plus à se conformer, on cherche plus à se comparer, on cherche plus à ressembler aux autres. Donc et ça a une grande force, c'est que ça ne peut que, lorsqu'on fait ça, on ne peut que se révéler à soi-même, lorsqu'on ne cherche plus à ressembler aux autres. Donc déjà cette force-là d'assumer qui je suis et d'assumer la différence, on va dire, que j'incarne et de la partager au monde, quoi. Après, voilà, et ça amène quand même une autre façon de. Donc ça, c'est plus sur l'intérieur. Il y a encore plein de choses, et sur l'extérieur, c'est une autre façon de voir
absolument tout. Donc, l'agriculture, l'éducation, la construction, la façon de se gérer ensemble. Donc, c'est un mode de vie ensuite qui se transforme, quoi. Ouais, moi, j'étais en train de réfléchir un peu à ce que moi, ça m'avait transformé et ça m'a fait grandir, en fait. Ça m'a fait grandir énormément. Et comme Alex dit, sur le regard que je porte maintenant sur le monde, j'ai beaucoup plus de recul sur moi-même. Puis après, d'aller à la rencontre des gens, en fait, de surpasser ses peurs et c'est ça, de ne plus être affecté par un peu les petites choses du quotidien. Ouais. C'est peut-être ça le plus dur. Allez, moi j'ai une dernière question et puis je laisserai Solène conclure. Qu'est-ce que vous pensez que votre film va pouvoir apporter aux Français qui vont le regarder? Est-ce que vous pensez que ça va pouvoir leur faire une sorte de cheminement dans leur tête qui va leur permettre aussi à un moment donné de se dire j'ai un travail intérieur, j'ai un parcours initiatique à faire? Est-ce que c'est quoi l'objectif à terme? Ouais, alors, peut-être qu'Alexandre complétera, mais c'est vrai que nous, on vit notre vie, quoi. On fait les choses comme on les sent. Alexandre, c'est lui quand même le réalisateur et le cerveau du film. Il a eu l'idée de ce film. Après, les gens prennent les éléments qu'ils veulent, en fait. C'est pour eux-mêmes s'inspirer, et puis si ça leur plaît ou pas, et puis ensuite, c'est ça, quoi. En fait, c'est arriver à devenir soi-même sans avoir peur du regard des autres, et c'est pas forcément partir en voilier à l'autre bout du monde. Il y a mille et une façons de devenir soi-même. Donc, pour moi, ce serait ça. Si j'avais un espoir, ce serait que les gens se posent un peu plus la question de qui ils sont vraiment. Et toi, Alex? Non, une idée que moi j'aime beaucoup, c'est de dire que l'être humain est un instrument un peu. Et du coup, comme tous les instruments, faut qu'on apprenne à y jouer avant d'en jouer. Et nous, on est un peu pareil. On a un peu la corde de la parole, la corde du mental, la corde du cœur, la corde des émotions, la corde aussi de l'analyse de l'analyse des signes qui sont de l'extérieur et qui viennent à nous. Et une fois qu'on apprend à jouer de toutes ces cordes-là et à les mettre dans le bon sens, c'est plus on va dire l'extérieur et la société qui conditionne qui on est, mais ça part de nous. Donc c'est plus de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on passe d'un mode et d'une vision de vie où on subit un peu, où on suit un paradigme et une idéologie, à un mode de vie où en fait c'est moi qui va créer ma vie, dans le sens où je vais être maître de ce que je pense qu'est la vie. Donc ça veut dire qu'une fois que j'arrive à avoir une pensée de ce qu'est la vie, de ce que ça correspond pour moi, je vais le mettre en action et je vais créer ça. Donc pour moi c'est ça, c'est l'idée de s'initier avant de faire des actions et de partir dans tous les sens et de suivre, en fait. Donc de reprendre un peu le contrôle de nos vies en apprenant un peu à jouer de qui on est pour partager un peu tout l'amour qui réside en nous dans ce pauvre monde, quoi. Donc d'aller chercher au plus profond de nous cet amour et ensuite arriver à la matérialiser à l'extérieur. Voilà. C'est un peu ça, quoi. L'idée que l'être humain ne naît pas complet et qu'il doit apprendre à savoir qui il est et apprendre à jouer de qui il est avant de faire quoi que ce soit, quoi. Et aujourd'hui, on voit qu'avec l'éducation qui forme plus un être humain à un système plutôt qu'à la vie, c'est un peu le mauvais sens, quoi. C'est contre-initiatique. Donc voilà, l'idée c'est de renverser ça, de se rendre compte de ça, et puis une fois qu'on se rend compte,
on peut le faire à tous enfin, que ce soit en France ou en Amérique du Sud ou au Japon. La forme n'a pas trop d'importance, c'est plus le fond. Ok, c'était cool. En tout cas, merci d'être passé nous voir pour nous parler de ce film. Il va sortir dans toutes les salles ou il n'y a que quelques salles où il va sortir en France? Comment ça se passe, la distribution? C'est indépendant, donc il sortira en gros sur 5-6 salles par semaine, mais qui changent. Donc 5-6 salles différentes par semaine en France. Et après, il y aura pas mal de ciné-débats un peu partout en France pendant 3-4 mois. Donc il sortira un petit peu partout en France, mais c'est sur 3, 4, 5, 6 mois. Donc D'accord, ouais, vous allez suivre le film et faire des conférences derrière avec. Ouais, là, ça commence à Paris toute la semaine de fin janvier. Ensuite, Alex, il part en Bretagne début février. Ensuite, on revient un peu en Franche-Comté, la mi-février. Et puis, en mars, c'était vers la région lyonnaise. Ensuite, ça descend dans le sud-est, un peu dans le Var, vers Marseille et compagnie. Il y en aura un petit peu vers... là, on a démarché des cinémas encore aujourd'hui avec les frangins dans le sud-ouest. Voilà. Et du coup, sur la page Facebook du film, il y aura toutes les informations. Donc, c'est plus simple d'aller voir là-bas et nous, on s'occupe du reste. D'accord, bah super, merci les gars du coup d'être passés. Ça y est. Ouais, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Merci, ouais, merci. Eh bien, on va maintenant accueillir Aurore. Bonsoir Aurore. Bonsoir à tout le monde. Bon Aurore, tu nous fais le plaisir de revenir comme chaque mois nous parler d'une revue. Et ce mois-ci, c'est le nouveau numéro d'Happiness. Oui, alors c'est le numéro 23 d'Happiness, qui comme chaque fois a toujours une couverture avec des couleurs vraiment très belles. Et je suis un petit peu inspirée comme je suis habillée parce que la couverture est verte. Donc on est un peu dans les mêmes thèmes. Et ce numéro 23, le titre c'est Retour à la source. Donc j'ai beaucoup aimé aussi ce titre parce qu'il fait un petit peu rêver. Et il y a une jolie demoiselle dessus, la couverture, comme à chaque fois, avec de très jolies plumes qu'elle tient autour de ses cheveux, comme ça sur sa tête, comme une petite couronne de plumes de toutes les couleurs, et je trouve ça vraiment très très joli. Et il y a bien sûr une phrase, comme à chaque fois, qui est cette fois-ci « La beauté est dans les yeux de celui qui regarde ». Et je suis d'accord avec ça, effectivement. Et effectivement, donc rassembler, c'est aussi ce qui est marqué sur cette couverture. Et là, on a à chaque fois, alors sincèrement, c'est à chaque fois pour moi plongé dans un univers extraordinaire où je suis toujours inspirée. Alors on dit bien c'est un magazine qui est positif, inspirant, et le titre est tout à fait juste. Ce qu'ils ont mis, c'est tout à fait ça. Et puis pour commencer, alors on a toujours le sommaire où là, donc chaque personne y trouvera à chaque fois un article qu'elle a envie de lire ou de découvrir. Il y a vraiment de quoi faire. À chaque fois, c'est super, super intéressant. Il y a toujours au départ, encore une fois, des très belles images. Cette fois-ci, c'est marqué Union sacrée. Et puis, il y avait même un article sur l'animal miroir, le serpent, la chouette, l'âne, la grue, la panthère. Voilà, quel est l'animal qui nous parle? Donc, alors ça, c'est super intéressant. Je ne sais pas, entre ces animaux, Antoine, le serpent, l'âne, la chouette, la grue, la panthère, l'aigle et l'éléphant, c'est lequel qui te parle? Moi, c'est l'âne. Toi, c'est l'âne. Oui. Moi, c'est l'aigle. L'aigle. Donc, l'âne, c'est humilité et sagesse personnelle. Voilà. C'est faites-vous bon usage de votre sagesse. L'âne invite à l'introspection. Donc, voilà. La question est, est-ce que vous faites bon usage de votre sagesse? Bien sûr. Et puis, pour l'aigle, c'est pouvoir vu d'ensemble et liberté. Voilà. L'aigle vous aide à prendre de la hauteur. Et Solène? Oui, Solène. Il y avait une chouette, non, dans la liste? Oui, il y avait une chouette. Ah oui, alors c'est mystère et intuition. Ça, c'est grâce à la chouette, vous voyez, entendez des choses inaccessibles aux autres.
Et là, c'est aussi lié à tout ce qui est mystère, clairvoyance, ressenti. Voilà, très beau. C'est très joli. C'est tout toi, Solène. Ouais, c'est vrai. Comme quoi. Et moi, j'ai craqué. Alors, je ne sais pas si vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué, mais je reviens un petit peu en enfance avec aussi parfois ce désir de me replonger. Et là, dans la partie où il propose plein d'articles différents, très sympathiques, écologiques, inspirants, durables, artisanales, équitables, il y a un petit lapin, c'est mon petit lapin. C'est chuchote-moi à l'oreille tes rêves les plus tendres, tes histoires les plus drôles, mais aussi les plus tristes. Voilà, c'est un petit lapin qu'on peut trouver très sympathique. Alors, il y a plein d'articles différents, hein. Il y a des crèmes, il y a des pour la peau, il y a des petits rouges à lèvres, il y a des parfums, même des bottes, des petites bougies que je trouve sympathiques aussi, surtout en cette saison, parce qu'on aime beaucoup allumer les bougies, surtout avec cette période-là où il n'y a pas beaucoup de lumière, où les journées sont très courtes. Et là, on parle d'une bougie parfumée qui dégage vraiment beaucoup de pureté puisque c'est une bougie purifiante. Donc, ça vaut la peine d'essayer de tester. Donc, à la page 27 de ce très beau magazine, donc justement, le titre qui est Retour à la source, on parle d'une femme, Mira de Roy, qui part donc dans un joli endroit qui est au sommet du Ladakh, je crois, Ladakh, au nord-ouest de l'Inde. Donc, elle nous parle de son voyage qu'elle fait là-bas, de comment elle trouve cet endroit riche, alors que beaucoup de personnes pourraient voir uniquement de la désolation. Et donc là, on est vraiment plongé dans des magnifiques lieux de montagne, avec des personnes vraiment très belles aussi, de très belles âmes. Il y a toujours de magnifiques images à chaque fois. Alors, quand on dit retour à la source, parce que finalement ça fait écho avec le film documentaire dont on vient de parler il y a 5 minutes, c'est quoi l'objectif derrière ce retour à la source? Déjà, c'est à quelle source? Alors, disons que pour elle, le retour à la source, pour elle, c'est lorsqu'elle est plongée dans ces magnifiques montagnes, elle arrive à se reconnecter avec cette part d'elle, cette part qui fait partie de son essence véritable, de qui elle est véritablement. Donc, elle peut se reconnecter avec cette part d'elle, donc retourner à sa source véritable, retourner à l'intérieur d'elle-même pour simplement être là en présence de ces montagnes qui sont vraiment très proches d'elle, qui pourraient presque lui parler tellement elle a un contact avec ces montagnes très riche et très profond. D'accord, donc on est dans le même thème, ça revient à la reconnexion intérieure, se redécouvrir soi-même pour pouvoir avancer finalement. Oui, et puis je dirais aussi, c'est pour moi toujours ce voyage intérieur qui nous permet, à travers des lieux comme ça, on est éloigné de notre vie quotidienne, des lieux qui nous entourent. Il y a beaucoup plus de peut-être de consommation, de stress, des grandes villes européennes. On part carrément sur un autre continent, Occident. Et c'est vrai qu'on a un rapport avec la vie, avec soi, qui est complètement différent. Donc ça va ouvrir énormément de choses. Et ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il y a une petite phrase, toujours par rapport à cet article-là, qui dit « Le rire est une langue universelle qui change les étrangers en amis ». Donc voilà, ça, je trouve ça très très beau, très joli. Et là, on voit vraiment de belles personnes sourire et rire. Et donc, ça donne envie de faire ce voyage. Donc dans ce Happiness numéro 23, il y a un dernier article que tu dois retenir. C'est un magazine pour moi qui inspire beaucoup toute la part féminine qu'il y a en nous, qu'on soit homme ou femme, peu importe, on a tous ça en nous. Mais là, on parle dans ce numéro-là beaucoup de la femme et aujourd'hui des cercles de femmes qui se fait de plus en plus et qui est pour moi quelque chose qui est très important parce que c'est un espace où les femmes peuvent simplement parler, communiquer entre elles, où elles peuvent voilà, laisser simplement leur cœur pouvoir s'exprimer. Et on appelle ça aussi, donc c'est les tentes rouges, où les femmes vont pouvoir, à travers un bâton qu'elles tiennent chacune à leur tour, avoir la parole
et pouvoir parler sans se sentir jugé, ni avoir peur, ni avoir crainte, de laisser vraiment leur propre vérité s'exprimer et pouvoir sentir qu'autour d'elles, ben voilà, il y a une solidarité qui se fait entre femmes. Et ça, je trouve très, très important sur cette terre. Et il y a quelque chose de très beau qui est dit à la fin de cet article, qui est très beau, et quelqu'un qui demande à la personne qui parle de tous ces cercles, et qui dit est-ce que vous pensez que ça pourra changer quelque chose, qu'un million de groupes de femmes pourraient changer quelque chose dans le monde? Et cette femme dit je ne sais pas, mais je sais que ce n'est pas non plus 1 million de bombes qui le feront, de changer le monde. Ça va plutôt détruire le monde que le changer. Donc je trouve ça très bien de pouvoir vivre ça entre femmes et dans cette vraiment ouverture du cœur, dans ce partage. Je trouve ça vraiment formidable. Ok, eh bien écoute, on te remercie pour cette nouvelle analyse du magazine Happiness, dont tu es la plus fidèle représentatrice, porte-parole du magazine. Il va vraiment falloir que le magazine le sache, hein, et t'embauche. Ça serait très bien. Tu reviens le mois prochain pour nous parler du prochain, soit Happiness, soit Inexploré par exemple? Oui, je vais regarder, je vais voir un petit peu, voilà, pour un petit peu varier aussi, tout en sachant que ce magazine, pour toutes les personnes qui sont intéressées, inspirées par ce magazine, ben, le trouvent, voilà, les numéros se suivent, hein, donc, ben voilà, je leur souhaite en tout cas une bonne lecture pour ce numéro 23, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, et puis voilà, un très joli voyage dans ce monde inspirant et féminin. Merci tout le monde. Merci Aurore. Eh bien voilà, ainsi se termine notre numéro 39 de Miasme TV, l'information contagieuse. Sylvano, merci pour ta participation ce soir, comme chaque semaine. Aurore, eh bien écoute, on te revoit dès le mois prochain pour une nouvelle rubrique magazine. Oui, très volontiers, merci beaucoup. Et puis Solène, ben voilà, hein, dès que tu veux, la semaine prochaine, la semaine d'après, quand tu veux, dès que tu as un nouveau film documentaire à nous proposer, voilà, tu viens nous en parler. La porte est ouverte. Mais écoute, super. Voilà, très bientôt à tout le monde et puis bonne soirée. Bye bye.